Alors, on est de retour avec Nicolas de WSR pour journaldu44.com. On va attaquer notre deuxième vidéo explicative et cette fois-ci, on va rentrer un petit peu plus en détail dans les amortisseurs parce que c'est un sujet, C'est un vaste sujet. un très très vaste sujet qui est souvent abordé sur les pages Facebook, sur les forums, etc. Et souvent les gens ne savent pas très bien comment ça se passe parce que c'est caché à l'intérieur d'un tube. Alors, est-ce que déjà tu peux nous décrire de quoi est constitué un amortisseur, s'il te plaît? Alors un amortisseur, en fait, ça se compose d'un fût principal, d'une tige sur lequel est fixé un piston. Et le piston va se déplacer dans le fût qui est rempli d'huile. Et il va se déplacer à l'intérieur. Sur le piston, on a ce qu'on appelle le valving. En fait, c'est des petites cales, des petites rondelles comme ça, qui ont des diamètres et des épaisseurs différentes et qui nous permettent de contrôler la vitesse à laquelle l'amortisseur va fonctionner. D'accord. Alors, que je comprenne bien, tu nous parles d'un piston, mais ça veut dire que pour que ça puisse monter et descendre, il y a des trous dans ce piston, c'est ça? Effectivement, ouais, le piston a des formes particulières, on y reviendra après en détail, mais le piston a des formes particulières et des trous particuliers. Et ces trous-là, en fait, sont bouchés justement par ces fameuses rondelles et qui, en se déformant, laissent plus ou moins passer l'huile. Et du D'accord. coup, en contrôlant ça, on contrôle la vitesse de fonctionnement de l'amortisseur. D'accord. Et donc, l'huile doit passer dans les deux sens. Donc, ça doit monter, ça doit descendre, ce qui veut dire que les rondelles que tu en as à la fois au-dessus et en dessous de ton piston. Exactement. Celle du dessus, en fait, ça sert en fait, pour quand l'amortisseur redescend. Et du coup, c'est la détente qu'on règle à ce moment-là. Et en dessous, c'est la compression. Une fois que quand la tige remonte dans le fût, à ce moment-là, ça déplace ces rondelles-là qui servent pour la compression, effectivement. Alors, si je comprends bien, dans le trou de ton piston, tu as des trous spécifiques pour la montée et des trous spécifiques pour la descente. Exactement. Il y a des trous de différents diamètres. En fait, c'est la mécanique des flux. Hein. C'est vraiment du flux qui doit passer à travers le piston. Et alors, techniquement, le piston est déjà surdimensionné en termes de passage d'huile. Et on contrôle le passage de l'huile avec les rondelles, justement. Et du coup, on peut contrôler la vitesse à ce moment-là. Alors ça, c'est dans le cas, donc là tu nous montres un amortisseur qui est quand même haut de gamme et plutôt dédié à une certaine pratique et plutôt à la compétition. Est-ce que c'est la même chose dans les amortisseurs de Ça marque fonctionne standard qu'on exactement. achète Ça fonctionne exactement de la même façon pour les amortisseurs standards. Sauf que en fait, dans ce genre d'amortisseur, en fait, on peut le changer à volonté et pouvoir faire évoluer une voiture, par exemple. Mais quand on achète un amortisseur standard pour mettre sur une voiture en particulier, le valving est déjà en fait étudié pour la voiture sur laquelle on va le monter. Ok, très bien. Alors, on a vu un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc, il y a deux principales actions, c'est la compression et la détente. Donc, est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer, par exemple, sur un véhicule en mouvement, à quoi va correspondre la compression, à quoi va correspondre la détente? Alors en fait, la compression, elle va servir justement à absorber la bosse. Donc quand on fait le réglage, en fait, on peut le faire plus ou moins rapidement. Donc la roue remonte et au moment où la bosse est passée, la roue doit redescendre le plus rapidement possible pour conserver la roue en contact avec le sol et ainsi garder le contrôle des freins, de la direction et tout ça. Si on n'a pas la roue qui est au sol, on ne peut pas contrôler l'auto. Donc on essaye de faire en sorte que la roue retombe le plus rapidement possible. Ça c'est le principe de la compression et de la détente. D'accord. Et alors, quelque chose qui revient aussi très souvent dans les différents débats autour du tout-terrain et du 4x4, c'est le débattement. Alors, est-ce que le gros débattement, c'est la solution absolue? Oui, non? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors après le gros débattement en fait ça rentre dans une chaîne cinématique qui est relativement complexe parce que ça peut dépendre de la longueur des tirants de pont, de la longueur des arcs de transmission, de l'angle du pont, enfin il y a énormément de choses qui rentrent en compte donc en fait on ne peut pas aborder ce sujet-là juste en une fois comme ça, c'est quand même plus complexe, mais en revanche, on peut dire que le débattement, en fait, c'est entre la compression maxi et la détente maxi. Donc là, on va se retrouver avec 14 pouces, on parle en pouces pour ce genre d'amortisseur-là, et donc on a 14 pouces
2 débattements. Sachant qu'en général, on va mettre l'amortisseur à la moitié. Donc 7 pouces de compression et 7 pouces de détente. D'accord. Sur un déplacement maximum de 14 pouces du début à la fin. Et pour contrôler ça, on a aussi donc la compression vient s'arrêter sur le tampon ou les butées de pont. Mais pour arrêter l'amortisseur dans la détente, on a les sangles anti-débattement qui sont alors souvent appelées, c'est appelé anti-débattement, mais ça ne réduit pas le débattement en fait. On appelle ça anti-débattement, mais c'est uniquement pour retenir l'amortisseur en fin de course. Dans sa position la plus étirée, c'est bien ça? Dans sa position la plus étirée, pour éviter en fait de faire subir le poids du pont à l'amortisseur et à ses fixations. D'accord. Donc ça, que je comprends bien, la sangle est fixée une part sur le pont et d'autre part sur le châssis du véhicule. Exactement. Et de là, ça retient mécaniquement le pont sur le châssis, mais c'est pas l'amortisseur en lui-même qui prend la coup. D'accord. Ce qui veut dire... Et du coup, les sangles, en fait, on a différentes longueurs, de toutes les longueurs, pour pouvoir adapter en fonction de tous les amortisseurs ou de toutes les voitures. Voilà, parce que ça, le risque, c'est d'arracher un amortisseur, soit au niveau des ancrages ou carrément de fusiller tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, effectivement, ouais, soit donc on arrache la tige du support, soit c'est carrément le support qui a été soudé qui se découpe parce que justement, le support n'est pas fait pour retenir les 300 kg du pont, par exemple. Ok, parce qu'on voit souvent des gens qui préparent leur véhicule, qui travaillent la rehausse, qui vont travailler les amortisseurs, etc. Mais en fait, on n'en voit pas très souvent des sangles. Alors, est-ce que c'est aussi utile pour des gens qui pratiquent plutôt du franchissement et pas forcément de la vitesse? C'est vital, c'est vital. Les sangles, c'est vraiment pour moi le premier point à aborder, en fait, dès qu'on parle d'amortisseur, surtout pour des voitures dites plus standards. On ne parle pas de grosses voitures ou de voitures qui coûtent cher forcément ou tout ça. Il s'agit juste d'avoir des voitures fiables et de monter des suspensions correctement. Donc en fait, si par exemple au contraire vous avez une voiture très lourde, comme on voit souvent des HDJ 80 pour partir en rallye raid par exemple, qui sont très lourds, eh bien le pont en lui-même va forcément être plus sollicité avec toutes les bosses. Et du coup, là, surtout si on ne met pas ce genre de gros amortisseurs comme ça, les amortisseurs sont d'autant plus faibles et d'autant le support et celui d'origine n'est pas forcément prévu pour avoir rajouté autant de charge en fait. Donc plus c'est arrêté mécaniquement sans compter sur l'amortisseur, ouais, plus ce sera fiable. Donc ça veut dire que c'est quand même une solution à envisager dès qu'on travaille un petit peu sa suspension, d'autant plus que c'est pas ça qui va coûter, j'imagine, très cher par rapport au prix d'un kit déjà existant sur le marché ou d'un amortisseur sur mesure, quoi. Une sangle, ça vaut environ 45-50 € suivant la longueur. C'est avec des aciers bien particuliers pour pas que ce soit, pour traiter l'anti-arrachement. Il y a des petites contreforts là qu'on peut voir pour éviter que la sangle ne vienne se découper sur la platine. C'est un produit bien particulier. Ouais, c'est pas cher. C'est pas cher et ça peut sauver un amortisseur et puis le reste de votre raid, puisque quand on part en raid, on n'emmène pas 14 amortisseurs dans le coffre. Donc ça, c'est un point important. Ok, d'accord. Eh ben, à bientôt, merci encore. Et puis on se revoit pour des nouvelles vidéos. Ciao. À très bientôt.